Bonjour à tous et à toutes. Nous avons commencé hier la première partie de cette nouvelle rubrique qui s'appelle les 69, en référence aux 69 Français qui ont fait Israël, avec la première partie de la vie de cette grande dame Simone Veil, incroyable personnage de notre histoire, de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire des Juifs et d'Israël depuis la Shoah qu'elle a vécue au plus près de l'horreur. Nous avons vu et entendu comment Simone Jacob, à l'époque, est passée d'une enfance niçoise heureuse au cauchemar le plus absolu à Auschwitz. La mort de sa mère, de son père et de son frère dans les camps nazis. Mais de ces épreuves, Simone va faire une force et plutôt que de se réfugier dans le silence, elle va passer sa vie à s'exprimer, au nom d'ailleurs des plus hautes instances. Ainsi, à son retour des camps, Simone Veil passe et obtient assez rapidement le concours de la magistrature. Dès 1954, elle démarre une carrière incroyable, malgré les réticences sociales de l'époque, qui voulait qu'une femme mariée à un énarque et mère de 3 enfants se consacre à sa famille. Mais Simone Veil résiste et suit les conseils maintes fois répétés par cette mère qu'elle chérissait, faire des études pour pouvoir travailler et être indépendante financièrement. 69 marque son entrée en politique. Elle intègre le cabinet de René Pleven, garde des Sceaux, dans le gouvernement de Chaban-Delmas. Et lorsque Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République en 1974, elle devient ministre de la Santé dans le gouvernement Chirac. On l'écoute. Donc, il sera avec M. Durafou, c'est ça, oui. M. Nargelet, qui est le service de pharmacie, M. Roson, qui sera notre... Ça m'intimide beaucoup d'arriver dans un département ministériel dans lequel effectivement beaucoup de problèmes sont totalement étrangers. Mais je crois que c'est aussi moins différent qu'on ne le pense. Parce qu'en fait, ce dont les gens ne se rendent pas toujours compte peut-être, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont extrêmement liées entre le ministère de la Justice et le ministère de la Santé. Alors on le sait, bien sûr, on ne connaît que ça. En 1975, Simone Veil donne son nom à la loi qui dépénalise l'avortement. Et toute sa vie, pour cela, elle recevra des lettres d'injures, pour la plupart antisémites. 4 ans plus tard, elle va prendre la présidence du Parlement européen et elle ne cessera jamais d'occuper des fonctions politiques, que ce soit comme ministre ou comme membre du Conseil constitutionnel. Elle est ainsi présidente du Parlement européen lorsque surviennent les attentats de la rue Copernic qui feront 4 morts le 3 octobre 1980. On l'écoute. Au premier rang, Simone Veil. En tant que présidente de l'Europe, elle veut montrer l'exemple et marquer les esprits. Elle a bien vu que non seulement il n'y avait pas d'affaiblissement de l'antisémitisme, mais qu'il était toujours aussi violent, aussi fort, et peut-être même plus fort qu'il n'était il y a 20 ou 30 ans. Et on ne peut pas faire que la communauté juive, qui a vécu quelque chose qui est incommunicable, ne se sente en état de choc aujourd'hui. Le 20 novembre 2008, Simone Veil est nommée première présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. On écoute ce qu'elle raconte dans une interview en 2002 sur ce devoir de mémoire. Ce contre quoi je m'élève depuis des décennies, c'est la banalisation de la Shoah. En comparant ce qu'elle a été, c'est-à-dire l'extermination délibérée, planifiée et scientifiquement organisée de 6 millions de femmes et d'hommes, y compris des nourrissons et des vieillards impotents, pour ce qu'ils étaient, nés juifs, à toutes sortes d'événements, certes dramatiques, mais totalement différents. Les enfants du Kosovo ne sont pas les enfants du ghetto de Varsovie. Lorsqu'on a parlé de ces familles, de ces Kosovars séparés, mais qui l'étaient provisoirement et qui se sont retrouvés réunis par la suite, cela n'a rien à voir avec les familles juives en attente de déportation. À l'époque, lorsque des mères ont volontairement confié leur enfant à d'autres personnes, c'est parce qu'elles espéraient, en agissant ainsi, leur sauver la vie. Elles savaient qu'elles ne reverraient pas leur enfant. On sent la volonté de faire de la pédagogie, voire de la morale autour de la Shoah. J'estime pour ma part que les faits, dans leur atroce réalité, se suffisent à eux-mêmes. Il faut faire de l'histoire sans chercher à instrumentaliser la Shoah. Pas d'instrumentalisation. On peut rappeler à ce sujet la manière dont elle a désavoué publiquement Nicolas Sarkozy, pourtant son ami en 2008, lorsque celui-ci a annoncé lors d'un dîner annuel du CRIF vouloir, dans le cadre du devoir de mémoire, de la Shoah qui est indispensable, selon lui, il voulait donc associer chaque élève de CM2 à un enfant victime des persécutions nazies. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de la polémique. À la seconde, mon sang s'est glacé, déclara Simone Veil. On ne peut pas infliger ça à des petits de 10 ans. On ne peut pas demander à un enfant de s'identifier à un enfant mort. Cette mémoire est beaucoup trop lourde à porter, dira-t-elle.
Simone Veil va, dans le prolongement de sa lutte, se faire le défenseur de l'État d'Israël, où elle viendra toute sa vie pour des raisons privées ou publiques et où elle sera associée à chaque événement lié à la mémoire de la Shoah. Ainsi, le 29 janvier 2007, elle prononce à l'Assemblée générale de l'ONU un vibrant discours dont voici quelques extraits. La création d'un État palestinien aux côtés d'un État d'Israël, chacun vivant en paix dans ses frontières, au terme d'une négociation, devrait mettre fin aux campagnes menées contre l'existence d'Israël. Au sein des représentants de l'islam radical, les appels à la destruction d'Israël, terre ancestrale des Juifs depuis l'Antiquité, devenue refuge des survivants et rescapés de la Shoah, m'inquiètent profondément. En prétendant que la Shoah est un mensonge forgé par les Juifs pour justifier la création d'Israël, ils ont ouvert une brèche pour justifier leur volonté de détruire l'État. Ce négationnisme idéologique trouve un véritable écho auprès d'esprits ignorants et fanatisés, plus particulièrement parmi les jeunes, notamment grâce aux nouvelles technologies de communication. Le danger n'est plus qu'on ne parle plus de la Shoah, affirmera-t-elle, mais qu'on en parle à mauvais escient. Pour Simone Veil, il n'existe aucune ambiguïté. La mémoire de la Shoah doit être sans cesse ravivée dans notre conscience nationale et dans la conscience universelle des hommes, comme la marque indélébile du mal absolu. Je vous remercie.